On va essayer de faire un parcours, effectivement, des paysans, puisqu'on va se diriger du côté de l'Inde du Sud, de la littérature de l'Inde du Sud, et non seulement de la littérature de l'Inde du Sud, mais aussi d'essayer de faire cet effort de comparaison diachronique entre la littérature ancienne et la littérature moderne. Alors, tout un programme. On va commencer peut-être juste par quelques mots sur la relation, en fait, qui, à mon avis, est très forte entre l'environnement, en fait, le contexte écologique du sud de l'Inde et la culture qui s'y développe. Pas de déterminisme, évidemment, ici, mais plutôt un cadre qui permet de comprendre pourquoi telle forme littéraire et telle forme de pensée, telle forme de religion peut-être aussi se développe et pas d'autres. Et puis après, je vais souligner ou simplement évoquer peut-être, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer plusieurs semestres, mais la poésie tamoule du Sangam, c'est-à-dire la poésie ancienne, est le rôle des paysages qui est absolument central en fait dans cette strate ancienne de la poésie tamoule. Et puis après, le but, c'est d'essayer de montrer comment ce réservoir un peu d'images littéraires anciens a été mobilisé par des auteurs modernes pour évoquer des questions tout à fait contemporaines, que ce soit justement la question des relations entre l'homme et son environnement, donc cette question anthropocène dont a très bien parlé mon collègue tout à l'heure, la question de l'écoféminisme aussi, vous verrez à travers la figure d'une autrice tamoule tout à fait originale et qui se sert abondamment de ces images anciennes pour construire un discours poétique écoféministe. Et puis finalement, on va revenir aussi sur la guerre civile, pas la guerre civile de l'époque impériale romaine, mais la guerre civile du Sri Lanka, bien sûr, avec un auteur sri-lankais qui est au Canada et qui a lui aussi employé à nouveau ces images des paysages pour exprimer son expérience du déracinement. Et voilà, donc on va faire un petit peu ce parcours. Vous voyez, c'est un parcours ambitieux. J'espère arriver à communiquer un petit peu de manière intelligible ces éléments. Donc on va commencer peut-être simplement par un peu la base, parce qu'on a l'idée du sous-continent indien et puis du sud de l'Inde, peut-être comme une zone simplement très bordée par les deux mers, qui n'a pas tellement d'autres choses, donc des rivages bien sûr. Mais c'est une zone qui est, si on prend l'état actuel du Tamil Nadu, qui est en fait très variée et qui a principalement 5 différents climats, 5 différents endroits qui la composent. D'abord les montagnes. On n'a pas tendance peut-être à penser qu'il y a des montagnes. Ce ne sont pas des montagnes très hautes, bien sûr, c'est 2000 mètres, quelque chose comme ça. Dans le nord-ouest de l'état du Tamil Nadu, la frontière avec le Kerala et le Karnataka. On voit ici des plantations de thé, en fait, dans les Nilgiri, les montagnes bleues. Et puis on a aussi des pâturages, toute une portion, de terre, qui peut des collines, plus dans les montagnes, mais plutôt dans les collines, en fait. Des pâturages, on élève du bétail. Aussi, on a des agglomérations urbaines, aujourd'hui, évidemment. Mais à l'époque ancienne, dès l'époque ancienne, on avait déjà donc des terres agraires, avec un vieux système agraire, en fait, qui était mis en place et qui s'est préservé presque jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a évidemment les rizières. Toute la région autour de Madurai sont des régions qui sont un peu facilement inondées. On a tout le système fluvial, plusieurs grandes rivières qui balisent un petit peu ces terres, par exemple la Tamirabarani, la Vaigai, la Kaveri, et le long desquels sont construits les centres urbains, les temples aussi sont le long de ces rivières. Et donc toutes ces zones un peu inondées sont particulièrement propices à la culture, comme celle du riz. Bien sûr, les rivages, autres zones climatiques et écologiques, les rivages qui bordent le Tamil Nadu, qui depuis très très longtemps sont des lieux de port, en fait, où les gens ont circulé. On a déjà, pour faire le lien peut-être avec Rome, de manière surprenante, Arikamedu, par exemple, un grand port du sud de l'Inde, qui était déjà visité par des marchands romains à l'époque antique. Donc, depuis l'époque ancienne, ces endroits ont été des lieux de passage tout à fait fréquentés, animés.
Voilà. Et puis, cinquième zone écologique, qu'on trouve également dans le Tamil Nadu, justement, il y a certaines zones désertiques où rien ne pousse, notamment dans la région du Ramnad, au sud-est de l'État. Ici, un exemple de désert. Bon, voilà, ça c'est juste pour poser le cadre. On pourrait peut-être distinguer encore d'autres zones, mais c'est les principales. Des zones donc très diverses qui font écho aussi à la diversité des groupes humains et des cultures humaines, entre des villages côtiers, des agglomérations édifiées au fil des rivières, des terres pastorales et le monde sauvage des montagnes. Tout cela a donc contribué à construire un imaginaire, et c'est un imaginaire que l'on va trouver de manière particulièrement éloquente dans la littérature tamoule ancienne, qui peut-être comme on ne l'imagine pas volontiers, est vraiment ancienne, bien qu'il y ait des débats, bien sûr, comme beaucoup de textes indiens, enfin, sur la datation, on ne peut jamais vraiment être très certain de ces datations, mais la plupart des érudits, enfin spécialistes, sont d'accord pour dater cette strate de littérature au début de notre ère, en fait, autour 2e, 4e siècle. Difficile à dire, dans un contexte politique qui est celui de royaumes qui se font un peu des compétitions et d'un royaume en particulier centré à Madurai qui aimait beaucoup la poésie et donc sponsorisait volontiers les poètes. De tout cela, il en ressort donc d'un gigantesque corpus. Alors, je ne vais pas vous développer tous les corpus, rassurez-vous, mais des corpus qui sont que l'on peut en gros classer à ce niveau-là en deux genres ou deux styles peut-être, des corpus de poésie qui pour les uns en fait s'attardent énormément sur la question des émotions intérieures. C'est Akam, donc l'introspection, l'émotion amoureuse, vraiment les attitudes, les expressions de l'intériorité, et de l'autre, Puram, qui est l'extérieur, c'est-à-dire les actions héroïques des grands hommes, les guerres, toutes sortes d'éléments qui touchent l'histoire de la royauté. Bon, deux grands styles, un grand corpus. Ce qui va nous intéresser, c'est Akam. Et dans ce genre, en fait, on peut subdiviser, on retrouve, en fait, une grande manie, si on veut, en Inde, et c'est pas seulement le Sud, c'est un peu partout, de classer les choses, de toujours arriver à bien classer, ordonner les choses. Et on a ici des ouvrages de grammaire qui ont cherché à classer, justement, ces recueils de poésie ancienne en différents modes. Tinai, un terme qui peut désigner une sorte de classe, en fait. On peut en parler comme des classes en grammaire, des classes de noms, par exemple, mais que l'on peut aussi utiliser pour décrire des paysages, pour évoquer des paysages, ou peut-être des modes, un peu comme en musique. C'est un petit peu cela. Et donc, dans ces ouvrages qui théorisent tout cela, eh bien, ils arrivent à classer cette poésie ancienne en fonction de la zone écologique, en fait, à laquelle ils font allusion. Et presque l'ensemble de cette littérature, en fait, se construit par l'évocation, justement, de ces différentes zones, les zones que je viens de mentionner, qui font partie, effectivement, de la réalité écologique du monde dans lequel les cultures humaines ont évolué. Donc celui des montagnes, les forêts et les pâturages, le littoral, le désert, les plaines cultivées. Chaque catégorie est nommée d'après le nom d'une fleur ou d'une plante. Vous allez les voir. Et puis pour chaque catégorie, on associe, comme dans un mode musical, toutes sortes d'associations, tout un imaginaire qui se construit autour de ces classes ou de ces modes. On associe des végétaux spécifiques, des animaux, des instruments de musique, le moment de la journée, la saison, le sentiment correspondant. Et vous voyez que c'est très intéressant quand on pense à l'éco-critique ou à ces théories assez modernes sur la manière de réfléchir aux acteurs non humains, de la manière de réfléchir aux articulations entre l'homme et son environnement, la manière de réfléchir au cadre, en fait, qui n'est pas seulement un cadre, mais vraiment
contexte environnemental, eh bien, on a déjà quelque chose comme cela qui est exprimé dans cette vision des choses. Alors, c'est pas de l'éco-critique avant l'heure, c'est quelque chose de tout à fait spécifique, mais cela fait quand même penser à des conceptions modernes. Alors, sans vouloir aller trop dans les détails, je vous donne juste quelques exemples pour que vous voyez un peu comment ça marche. Et puis après, on va se diriger à l'époque moderne, qui est quand même le but aujourd'hui. Mais ce système ancien, il me paraît vraiment passionnant, et c'est pour cette raison aussi que je suis sorti de l'activité de recherche du semestre de recherche pour en parler, parce que cela me paraît vraiment passionnant. Donc, vous avez cette première région, Korenji, les montagnes, dans laquelle, eh bien, on a un ensemble d'animaux, en fait, qui sont typiquement mentionnés, qui sont typiquement, auxquels on fait typiquement allusion, en fait, dans les textes que l'on classe dans ce registre. Il y a une divinité aussi qui est associée, en fait, à cette zone. Une heure de la journée, c'est la nuit. Une saison, c'est l'hiver. L'hiver, c'est pas comme en Suisse ou au Canada ou ailleurs, c'est pas la saison froide. C'est au contraire une saison très agréable en fait. Hein. C'est plutôt un climat tout à fait agréable. Et puis le sentiment, c'est le sentiment amoureux, des rendez-vous clandestins, l'amour fugace des amants. La Korenji, c'est une fleur en fait, la strobilante Kuntiana, qui ne fleurit qu'une fois tous les 12 ans. J'ai vérifié, hein, c'est bien le cas, il semble, parce qu'il y a un peu des rumeurs sur certaines fleurs qui ne fleuriraient, mais celle-ci, effectivement, ne fleurit que de manière très périodique, et une autre fleur, Vengai, à droite. Voilà, un exemple, c'est le premier petit texte que vous avez sur votre exemplier, texte magnifique, hein, c'est petit, vraiment, c'est des petites poésies qui font intervenir souvent les mêmes caractères, qui sont l'amoureuse éplorée, sa confidente et son bien-aimé, qui prennent la parole un peu à tour de rôle. Donc ici, vous avez la confidente qui dit à la femme amoureuse, il vient des collines, là où un bébé singe joue au soleil, roulant l'œuf d'une panne sauvage. Le féminin de Pan. Il est bon de l'aimer, mon ami. Cela est bon pour toute femme qui, les yeux remplis de larmes, peut y résister et ne pas trop y penser quand il part au loin. Ici, c'est un texte assez frappant, je trouve. Hein. Une entrée en matière, un petit singe qui roule l'œuf de panne, qui sert donc à évoquer le monde intérieur un peu des sentiments. C'est pas forcément symbolique, hein, c'est plutôt l'idée d'évocation des émotions. Peut-être l'idée que l'œuf a été abandonné par la femelle du pont, comme la femme a été abandonnée par son bien-aimé. Hein, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis on voit bien les deux passages quand même, hein, c'est-à-dire au départ on a un petit peu cette insouciance, il vient des collines, le bien-aimé, mon bien-aimé vient des collines, là où on a un peu ces choses insouciantes qui se fassent. Et puis après, la deuxième partie du poème est extrêmement triste, hein, c'est la complainte amère. Il est bon de l'aimer, mon ami, mais c'est bon pour toute femme qui peut y résister et ne pas trop y penser quand il part au loin. Hein, bonne chance. L'amour, c'est formidable, mais quand il n'est pas là, eh bien, c'est difficile. Donc là, ce qui est frappant, c'est bien sûr aussi la comparaison, l'utilisation de métaphores vraiment du monde animal, en fait, hein, pour refléter l'émotion amoureuse. Alors, je vais pas tous vous les faire comme ça, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais la deuxième zone ou deuxième classe, deuxième type de paysage, Moulay, qui est la fleur de jasmin, et qui est associée, quant à elle, en fait, à l'attente brève et sereine et patiente, c'est-à-dire l'amoureuse qui attend le retour de son bien-aimé. On se trouve là dans les pâtures, on peut imaginer l'amoureuse qui était séparée de son homme, qui est parti peut-être faire des travaux agricoles ou autres. On est ici dans la fin de l'été, l'époque de la mousson, la pluie, qui est un événement joyeux, et avec une heure de la journée précise. Donc, second
exemple extrêmement triste, hein, je m'excuse, mais magnifique aussi, parce que c'est à nouveau un de ces poèmes qui fait intervenir vraiment tout le cadre naturel et puis l'émotion, en fait, jaillit, si on veut, de cette mise en cadre. Le soleil se couche, elle dit, hein, le soleil se couche, le ciel devient rouge, la douleur se réveille, la lumière décline, le jasmin fleurit. Le jasmin, donc c'est un peu le signe qu'on a sans doute dans ce cadre, dans ce paysage-là. C'est ce que tous appellent le soir. Et ils ont tous tort. Quand le coq chante dans le village, quand la nuit se transforme en aube, cela est aussi le soir. Même l'heure de midi est le soir pour qui est seul. Hein, et donc là, on voit très bien le poète qui qui transgresse finalement un peu les codes, hein, de ce système que je viens de montrer, qui fait intervenir d'autres moments de la journée que ceux qui seraient attendus dans cette classe-là, précisément pour mettre en évidence la douleur de la solitude. Et vous voyez ici le jasmin, le soleil, on a un peu le cadre environnemental en fait, hein, qui sert vraiment pas seulement de tapis ou d'arrière-fond, mais vraiment qui annonce un peu, hein, voit les signes, si on veut, dans ce qui se passe, dans le comportement des animaux. Là, bon, on n'a pas les animaux, mais dans le comportement des animaux, dans les fleurs, dans les saisons, dans le climat, finalement, on voit les signes, en fait, de l'émotion amoureuse. Hein. Et il y a par exemple aussi, parfois la mousson, c'est justement le signe, on attend la fin de la mousson pour que l'amoureux revienne. Hein. Donc c'est vraiment un peu dans cette mesure-là que les choses interagissent. Autre zone, Marudam, les terres cultivées, donc les rizières. Et là, on a à nouveau toute une série d'associations. Les hérons qui sont dans ces endroits, une divinité, une heure de la journée, la fin du printemps, comment ça, et le sentiment qui est celui de la séparation duo-courtisane, parce que fin de la journée et l'aube, c'est le moment où l'homme infidèle, en fait, cette fois-ci on est dans le cadre d'un mariage établi, l'homme infidèle revient auprès de sa femme après l'avoir trompée pendant la nuit, du coup, aube. Là, on a également toutes sortes de textes en fait qui font intervenir tous ces codes. Alors je ne vais pas être métante parce qu'on va arriver bientôt à l'époque moderne. Je voulais encore montrer peut-être celui-ci, hein, l'autre zone, celle du littoral, hein, des rivages. Et là également, donc on a à nouveau des associations tout à fait claires. Les animaux du littoral, les mouettes, les crocodiles, les requins peut-être, les cormorans. Une heure de la journée, une saison. Et puis le sentiment qui est celui de la longue attente. Là, c'est le bien-aimé qui part, en fait, et qui va naviguer loin sur les fleuves, qui peut-être ne va pas revenir, faire du commerce, partir faire la guerre, peut-être. Tous ces textes sont écrits dans le cadre de royaumes qui se sont étendus, certains royaumes maritimes qui ont mené des expéditions. Donc, longue attente, douloureuse et mal contenue. Nedam, c'est le lotus bleu. Vous avez une image ici. Exemple, magnifique aussi, un texte en fait que vous avez sur votre exemplier. Il fait intervenir le cormoran, qui montre l'observation très fine quand même des comportements animaux que l'on voit ici dans ce passage. Elle dit à sa confidente, donc la bien-aimée dit à sa confidente, un petit cormoran avec son bec rouge recherche des vairons pour nourrir sa compagne. Elle attend des petits et il l'aime. Il pointe son bec dans la boue noire, dans des trous profonds remplis de fleurs, sur les sables blancs où les femmes du village ont assemblé des guirlandes pour célébrer leur dieu, piétinant des lianes de feuilles de lièvre sur le rivage où il habite. Premier passage, première partie du poème, description finalement de l'amour entre deux animaux, peut-être un peu anthropomorphique on pourrait le dire, mais quand même une description tout à fait fine qui relève d'une observation du comportement animal. Deuxième partie du poème, là aussi triste, très triste. Il est froid à mon égard, mon amour est ruiné, la misère désespérée fleurit sur toutes les bouches. Dans cet ancien village, ma douleur est bien pire que de la douleur.
Et donc c'est bien sûr ce contraste saisissant entre le comportement des animaux, qui est décrit dans la première partie, et la solitude de la deuxième partie, le contraste tout à fait flagrant. Donc, où est mon bien-aimé? Il n'est pas là, il ne m'aime plus. Et puis, même les gens du village commencent à faire circuler des rumeurs à mon propos, ce qui est d'autant plus douloureux. Voilà. Donc là, oui, ce qui est intéressant ici, c'est aussi de constater que les agents du poème ne sont pas seulement c'est aussi les animaux, quand même, ici. Et puis, il n'y a pas de solution de continuité entre l'environnement, le rivage et la culture, la fête amourougane que préparent les femmes du village. On est dans une sorte de continuum. Voilà. Et puis, dernier cadre écologique, c'est celui du désert, les terres arides, qui n'apparaît pas dans tous les textes, enfin, qui n'a pas été immédiatement défini. C'est un peu mouvant, ces histoires de classification, mais qui quand même fait partie, disons, des 5 paysages classiques que l'on relève visuellement. Et donc là, on a bien sûr des évocations douloureuses, hein, les vautours, les éléphants affamés, les tigres, les loups, une déesse, Koravai ou Durga, bien sûr, déesse cruelle ou guerrière. L'heure de la journée, midi, il fait chaud, la chaleur torride, hein, le climat tout à fait insupportable. Et puis le sentiment, celui de la séparation dramatique, la fuite, les difficultés. Vous verrez, en faisant un petit spoiler, mais enfin c'est effectivement le paysage que choisit l'auteur sri-lankais qui va parler de la guerre civile, hein, c'est pas pour rien. Voilà. Alors, tout un système. Je vous laisserai ça peut-être sur le Moodle du cours. Enfin, je sais pas, parce que je vais pas décrire, mais qui est encore beaucoup plus complexe que ce que je viens de montrer. Tout un système, quand même, qui montre un peu ces différentes correspondances. À nouveau, pas de solution de continuité entre nature et culture. On est vraiment un peu dans un continuum. Et puis, une grande richesse, vraiment, de cette système qui n'est d'ailleurs pas non plus, alors ça peut sembler un petit peu structuraliste, hein, dans la manière dont je l'ai présenté. Ce n'est pas aussi figé que cela. Certains poèmes sont un petit peu à cheval entre plusieurs de ces espaces. On peut très bien, certains jouent, hein, on a vu un des poèmes jouait justement avec des conventions qui étaient empruntées à plusieurs de ces espaces. Donc c'est assez fluide quand même. Voilà, donc avoir un peu comme un répertoire d'images et d'évocations à disposition du poète. Et bon, alors à présent, je vais essayer, dans le temps qui me reste, ça va, 35, ouais, donc de faire un grand saut en direction de la modernité, pour dire que, alors ça c'est une tradition ancienne, c'est bien sûr pas l'ensemble de la tradition littéraire tamoule ancienne, c'est beaucoup plus riche, mais c'est une tradition très importante, qu'elle s'est perpétuée bien au-delà de l'époque classique. Dans cette grande histoire de la littérature tamoule, on peut souligner la poésie épique qui a repris un peu ces choses, mais surtout la poésie religieuse, celle des saints poètes shivaïtes et vishnuites, qui ont abondamment utilisé ces images, cette fois-ci non pas pour parler de l'amour entre deux hommes, mais entre l'amour du dévot à la divinité. Et surtout la douleur de la séparation, viraha, une notion absolument centrale dans la bhakti. Mais bon, cela nous mène un petit peu loin, et pas forcément dans la direction du cours. Ce que je veux peut-être souligner, c'est plus particulièrement la redécouverte de cette littérature ancienne dans le courant du XIXe siècle. Grande période de construction identitaire pour la région du Tamil Nadu. Tout d'un coup, on retrouve ces anciens textes. Ils sont investis très fortement pour la construction identitaire. Hein, c'est un peu comme les textes latins, grecs, enfin, qui font partie vraiment de l'héritage ancien et qui sont utilisés ensuite pour construire l'identité de la région. Donc c'est vraiment ce qu'on a ici. Des textes qui vont être bientôt édités alors qu'ils étaient transmis de manière orale, ils étaient racontés, chantés, mis en musique. Hein. Ils vont être mis dans des livres imprimés
est largement distribuée, étudiée même à l'école. Et donc dans cette mesure-là, ils vont faire partie d'un héritage culturel régional du sud de l'Inde, dravidien, cette langue tamoule qui est une langue dravidienne qui n'est pas de la même famille que les langues du nord de l'Inde. Et donc il y a vraiment cette idée d'une identité propre, particulière, non brahmanique peut-être, non sanskritique, vraiment tout à fait spécifique en fait à cette région. Et donc cette littérature ancienne joue un rôle très important pour cette construction identitaire. On le voit donc chez des auteurs, chez des érudits qui font ces redécouvertes, qui éditent ces textes. On le voit aussi chez des auteurs de littérature du début du XXe siècle qui se doublent d'activistes politiques. Un exemple, c'est celui de Subramanya Bharati, qui était à la fois un auteur extrêmement prolixe, mais aussi un auteur extrêmement engagé dans la politique anticoloniale, anti-britannique de l'époque, qui produit plusieurs recueils de poésie qui ne sont pas sans évoquer à nouveau ce monde des paysages, de la nature, de la relation particulière entre l'homme tamoul et son environnement. Mais plus récemment, et qui font un peu écho aux préoccupations du cours, on trouve des auteurs qui vont s'intéresser à la portée sociale de leur écriture. On aura la littérature dalit, c'est un peu plus tard, c'est dans les années 80, mais on a déjà, dès les années 60, des auteurs et des autrices qui vont développer toute une conscience politique, marxiste pour certains, et environnementale également, face aux changements tout à fait massifs qui affectent particulièrement les régions un peu reculées, on va dire, un peu en retrait des grands centres urbains du Tamil Nadu. Voilà, donc un exemple. Alors c'est pas forcément, je vais vous donner, montrer, vous introduire des auteurs que j'ai, pour deux d'entre eux, je les ai découverts aussi en préparant, donc ils sont pas, je pense pas extrêmement connus, mais je les trouve tout à fait attachants et extrêmement intéressants. Donc 4 auteurs et autrices tamouls plus ou moins contemporains et qui ont développé une grande activité littéraire engagée et qui se sont plus ou moins servis un peu de ce répertoire ancien, mais sans être tout à fait, bien sûr, servile à l'égard de cette tradition ancienne, mais on voit quand même des traces conscientes, inconscientes, implicites, explicites à voir de cette tradition ancienne. Premier exemple, celui de Rajam Krishnan, une autrice brahmane de naissance, mais qui n'était pas du tout une famille aisée, au contraire, grande lectrice, éducation rudimentaire, mariée très jeune, un ingénieur engagé par le gouvernement, qui a beaucoup voyagé, pas partout dans le monde, mais dans le sud de l'Inde, en suivant son mari, et puis qui a énormément écrit, 40 romans, 20 pièces de théâtre, des biographies, mais qui, un petit peu avant l'heure, je la trouve passionnante, parce qu'il y a peu d'autrices dans ce monde-là. C'est quelque chose, elles émergent à partir des années 80, mais avant, c'est quand même beaucoup une littérature très masculine. Donc c'est l'une des premières quand même, et qui a vraiment un intérêt pour les groupes défavorisés, pour les marginaux, les paysans, les ouvriers qui travaillent dans des marais salants, les dacoïtes, les bandits, les adivasi, les populations tribales, et tout cela. Donc une perspective un peu écoféministe aussi avant la lettre, on va le voir, elle est une gandhiste passionnée, opposée à toute forme de violence, et spécialement la violence des hommes à l'égard des femmes. Dans cet ouvrage, publié en 1964, je trouve vraiment très tôt, en fait, parce qu'il témoigne de préoccupations très modernes, en fait, enfin très contemporaines. Korenji Teen, le miel de la fleur Korenji, cette même fleur dont on vient de parler, qui fleurit tous les 12 ans. Dans ce roman, en fait, elle nous parle des changements qui affectent une communauté tribale de ces montagnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Une communauté tribale, celle des Badagas, donc qui avaient su préserver, disons, une identité propre jusqu'à l'époque moderne, mais qui se sont fait moderniser dans la région. D'ailleurs, notamment par des Suisses, cela mis à part, puisque la mission de Bâle, les collègues suisses, enfin les missionnaires ont été précisément dans ces endroits et ont
ont apporté le christianisme, et pas seulement le christianisme, mais aussi les méthodes d'agriculture modernes, hein, tout ça. Ils ont notamment essayé de convertir les Badagas avec plus ou moins de succès. Voilà, donc un roman en fait qui parle en fait de la modernisation de la région et qui suit une saga familiale où l'on voit 3 générations d'une famille, les 2 plus anciens, un grand-père et un père, qui sont proches de la nature, et le petit-fils au contraire qui va être de l'autre côté. Vous allez voir cela. Donc j'ai juste mis un petit exemple, je crois, dans l'exemplier, je n'ai pas ici, mais qui vous montre un tout petit peu la perspective en fait de cet ouvrage. Peut-être je vous lis le début, hein, c'est vraiment le début du livre. Une fois tous les 12 ans, au printemps, cette merveilleuse région des collines, d'une beauté envoûtante comme une jeune fille nubile, se dresse resplendissante de bleu, détournant timidement les yeux de son bien-aimé, le ciel. Aussi loin que l'on puisse voir, tout est bleu. On voit ici, c'est effectivement, hein, tous les 12 ans, c'est aujourd'hui une attraction touristique, les gens viennent la visiter. Détournant timidement, aussi loin que l'on puisse voir, tout est bleu. Le bourdonnement des abeilles impatientes de sucer le nectar de la fleur de Korenji peut être entendu de tous côtés. Les chutes d'eau gargouillantes créent leur propre musique. Le ciel semble descendre tous les 12 ans pour embrasser cette chère demoiselle de la montagne qui l'attend depuis la nuit des temps. Ça, c'est l'entrée en matière. Et puis après, elle décrit un des personnages, Yogi, qui est le fils d'un couple âgé, en fait, et qui va partir à la ville parce qu'il sera appelé pour être un prêtre. Yogi était droit et pieux de nature, avait reçu une éducation disciplinée, caractère moral élevé, une bonne conduite étaient les richesses qu'il tenait de son père. Cependant, la plus grande richesse qu'il avait héritée de son père était sa passion pour la terre, et celle-ci était profondément ancrée en lui. Et dans tout le roman, il va effectivement développer, montrer cet intérêt fort pour la terre. Quand il revient de la ville, il constate des changements frappants dans la région. Le chemin de la jungle n'avait pas changé. Les terres autrefois en friche étaient nouvellement recouvertes de rangées de plantes de pommes de terre, donnant à la montagne mère l'impression d'être enveloppée d'une jupe. Ici et là, le paysage était parsemé de buissons de thé. Les pommes de terre étaient de la nourriture, mais le thé, c'était de l'argent. Qu'est-ce qui était le plus important, la nourriture ou l'argent? Voilà. Donc on voit ici le fils qui se pose la question et qui bien sûr critique cette colonisation en fait de ces espaces naturels, qui plus loin dans le roman va aussi critiquer un projet de barrage qui va justement détruire une grande partie de l'habitat et du monde, de l'environnement de cette communauté tribale. Donc là, on voit bien un petit peu, on est bien sûr loin de la poésie sans gamme que j'ai montré tout à l'heure. Hein, c'est pas du tout c'est pas versifié. Hein, il n'y a pas toutes les conventions littéraires anciennes. On n'a pas l'heure du jour, ce genre de choses, c'est clair. Par contre, on a quand même un peu un imaginaire qui fait qu'au Korenji, on peut difficilement évoquer le nom de la plante sans penser immédiatement au paysage correspondant de la littérature tamoule ancienne. Donc forcément qu'elle était tout à fait consciente de cela. Et puis, quand même, l'environnement, on voit bien, ici, est un acteur à part entière, parce que le focus est vraiment sur l'interaction entre la communauté tribale et son environnement, et sur la destruction, finalement, de l'environnement avec la destruction de la communauté. Donc, elle s'intéresse ici particulièrement à la manière dont les plus faibles, en fait, sont touchés par la crise environnementale, en fait. Hein. C'est un petit peu cela qui est ici dans ce texte en marge. On voit aussi la vision presque, un soupçon de marxisme. Hein. Elle ne s'est jamais déclarée profondément marxiste. Enfin, elle n'a jamais adhéré au parti marxiste, qui est encore fort au sud de l'Inde, qui a encore une présence forte au sud de l'Inde, le parti communiste. Mais un soupçon de marxisme quand même avec la critique justement des profits à tout crin, pour justifier les plantations, justifier la destruction de la nature. Voilà, donc un texte qui me semble assez en avance quand même. 64, il a été traduit en 2002 en anglais. C'est une traduction française basée sur les deux, le tamoul et l'anglais.
Ok. Deuxième auteur, je vais pas le traiter de manière très longue, mais c'est un ouvrage classique en fait, parce que lui-même occupe une place importante un peu dans la liste des auteurs tamouls modernes, Sundara Ramaswamy. Un ouvrage qui me semble quand même assez intéressant, disons en tout cas important à mentionner dans ce cadre-là, puis c'est un ouvrage qui se tourne entièrement autour de l'histoire d'un arbre, un tamarinier. Vous avez ici, ouais. Vous voyez ce que c'est, un tamarinier en fait, dont il écrit l'histoire en fait, un tamarinier qui était au centre de son village Nagercoil, qui est aujourd'hui une grande ville à la frontière entre Tamil Nadu et Kerala. Donc lui, ouais, l'une des figures de proue d'un mouvement littéraire moderniste, aussi proche du Parti communiste du sud de l'Inde, hein, c'est un peu un leitmotiv. Bon, dans ce texte, je ne l'ai pas mis sur votre exemplier, je crois, parce que je voulais pas prendre trop de temps, mais simplement l'idée quand même est très intéressante parce que c'est on a parlé d'anthropocentrisme, ici on pourrait parler d'androcentrisme, parce que c'est vraiment l'idée de se centrer sur l'arbre et de regarder. Alors il y a un conteur, hein, toute l'histoire c'est un peu compliqué, mais il y a un narrateur, mais toute l'histoire en fait est mise dans la bouche d'un vieil homme qui est assis au pied de l'arbre et qui raconte les choses. Et il raconte l'histoire en fait, les histoires que le tamarinier dont il a été témoin en fait au fil de sa longue vie, en commençant par quand il était toute petite pousse, jusqu'au moment où les hommes vont le couper pour faire passer une grande place, en fait, un carrefour au milieu des routes. Voilà, donc c'est toute une histoire qui se défile au rythme de l'arbre, au rythme de la vie de l'arbre. Et là aussi, je pense qu'il y a une allusion, disons au moins indirecte, aux vieilles conventions tamoul sangam de la littérature ancienne. Il y a aussi une histoire d'amoureux qui se retrouvent sous l'arbre, d'amour triste. Et puis, il y a quand même cette conscience écologique, hein, puisque c'est la critique finalement de cet arbre qui se fait couper à la fin. Vous voyez ici, hein, les gens ont détruit l'arbre. Ah oui, les gens ont détruit l'arbre, il est maintenant en train de pourrir là où il se trouvait. Le souvenir de l'arbre, glorieux à son apogée, puis détruit sans raison, ne nous quittera jamais, etc. Il est peu probable que les historiens soient intéressés aux tamariniers. Bon, historien, c'est Acharya, quelque chose comme ça, donc les maîtres ou les savants. Nous étions chanceux, donc une observation, en fait, que peu, finalement, prêtent attention à l'histoire d'un arbre, que c'est quelque chose d'assez original. L'ouvrage va être, si ça vous intéresse, en fait, il va être republié, en fait, dans une nouvelle traduction 2022 qui sera disponible anglaise très prochainement. Bon, voilà. Et puis, pour venir de manière plus concrète, peut-être, au lien absolument explicite entre la tradition ancienne et la tradition moderne, cette figure-là que j'ai découverte, je ne la connaissais pas, en fait, en lisant un ouvrage d'entretien, en fait, avec des autrices tamoules, Tipara Mesvari, donc une enseignante de la langue tamoule, mais aussi docteur en littérature tamoule, petite fille d'un grand auteur, et toujours ces grandes traditions de littérature tamoule, engagée dans le mouvement dravidien, donc aussi engagée dans la politique, qui était lui-même un grand amateur de poésie ancienne tamoule, Mapo Sivayanam. Vous voyez ce qu'elle dit dans ses entretiens. Elle dit « Je résonne avec les éclairages littéraires de mon grand-père sur la littérature ancienne. Il n'y a pas un seul poème dans la littérature sangam qui ne parle pas d'une fleur, d'une plante, d'un arbre. » Mais je vois que le temps passe vite, hein, donc je ne vais pas trop je vais passer un peu rapidement. Mais ce qui me paraît très intéressant ici, c'est le texte que vous avez dans la... Donc, peut-être juste venir sur le texte que vous avez dans l'exemplier. C'est un texte qui montre en fait la femme qui descend de la montagne et qui noue des connexions en fait avec l'ensemble de la pluie commence à tomber. Hein. La pluie commence à tomber et puis finalement tout est mouillé avec elle. Les arbres, les petites filles, les fruits, les chèvres, les arbres, les petites feuilles, des fruits, des chèvres, des petites filles.
tout est mouillé avec elle, et du coup, elle se sent en connexion un peu avec un ensemble, l'ensemble de la nature. À la fin, elle déclare presque qu'elle est une sorte de, qu'elle est seule au milieu de cette nature verdoyante, hein, cette nature qui se fait arroser abondamment. Et dans ses interviews, dans son interview, elle dit qu'elle est un peu une sorte de Maha Shakti, une force élémentaire. Donc le féminin ici, en fait, comme une sorte de force naturelle. La nature et la femme sont imbriquées par des processus naturels. Même lorsque les gens essaient de l'opprimer, la femme ne peut pas être entièrement supprimée parce qu'elle est une Maha Shakti, une force élémentaire qui ne peut être apprivoisée. Voilà. Bon, je vous laisserai lire le texte en détail, c'est dommage de le prendre trop rapidement, si cela vous intéresse. Hein. On a vraiment là une conscience tout à fait écoféministe qui fait allusion à la littérature ancienne, puisqu'on a clairement ici la pluie, hein, ça fait tout à fait écho à Moulay, je pense, les collines, un événement joyeux ici. Et puis, dernier auteur, Rudramurti Cheran, cet auteur sri-lankais, en fait, qui écrit dès les années, qui a vraiment écrit pendant toute la période pré-conflit et puis après, pendant le conflit, et qui s'est exilé pour partir aux Pays-Bas et puis au Canada. Et donc, dans sa littérature, eh bien, il réfléchit en fait, il essaye de mettre en main son expérience traumatique de la guerre civile du Sri Lanka et puis l'expérience aussi de la diaspora au Canada. Il dit qu'il faut créer un nouveau Tinai, un nouveau paysage en fait pour décrire cette expérience-là, un paysage qui serait celui justement du froid, de la solitude, de la séparation et de la ville qui n'est pas du tout mentionnée par les textes anciens. On est toujours dans des zones écologiques, mais il n'y a pas la ville, qui est aussi une zone écologique. Voilà. Et donc, dans le texte que vous avez sur l'exemplier, que je n'ai pas à lire parce qu'il est vraiment trop long, mais vous voyez, si cela vous intéresse, vous pourrez le lire. Vous verrez effectivement qu'il relate en fait un amour, la difficulté, vraiment la tristesse de la séparation avec quelqu'un qu'il a connu au Sri Lanka. Il a dû s'en séparer quand il est parti. Et puis après, il évoque son effort, son retour au Sri Lanka plusieurs années plus tard, et il ne la retrouve pas. Et donc il est désespéré. Donc on a cette histoire vraiment d'amour déçu. Mais tout cela est décrit au milieu mis en scène en fait, en lien avec un paysage. C'est Palai, en fait, le désert. C'est tout à fait explicite hein, ici. Où est-ce que c'est? C'est au... Bon, désolé. Ouais. Bon, c'est vraiment l'idée du désert en fait qui est vraiment forte ici. Pour conclure, puisque j'ai pris un peu trop de temps, je m'excuse, quand même simplement souligner le concept intéressant que l'on trouve dans l'époque ancienne, dans cette littérature ancienne, ce concept de Tinai. Il n'y a pas vraiment de rupture radicale entre nature et culture, où l'environnement peut avoir vraiment une agency dans les textes, hein, les oiseaux, les autres, les plantes, les éléments naturels, la pluie, le climat aussi, hein, puisqu'il y a les saisons. On voit un écho clair de cet imaginaire juste dans la littérature moderne, plus ou moins explicite, de manière plus ou moins consciente. Une approche qui s'applique d'ailleurs aussi à des réalités urbaines. Hein, c'est pas seulement la nature et les oiseaux, mais la ville elle-même peut aussi être lue à travers ce prisme, bien sûr, hein, des relations entre l'homme et l'environnement. Tout cela qui me semble vraiment ouvrir des perspectives intéressantes d'un point de vue éco-critique, un modèle qui met en évidence donc des réseaux de relations au sein des textes pour renouveler l'analyse, et puis aussi en dehors du monde tamoul, hein, c'est peut-être c'est intéressant parce que ça décentre le regard. On n'est pas en train de chercher l'équivalent de, je sais pas, Taureau un peu ailleurs, mais c'est déjà là un exemple effectivement d'une conceptualisation de ces relations dans la littérature, dans un cadre tout à fait lointain,
et sans exotiser les choses, parce que peut-être qu'on aurait tendance à penser dans le sud, enfin il y a une relation entre la nature et l'homme qui est beaucoup. Là c'est extrêmement, on voit que c'est tout à fait théorisé, c'est extrêmement précis, c'est tout à fait, c'est pour ça que ça me paraît aussi passionnant. Voilà. Mais je vais m'arrêter là, et puis je vous remercie pour votre attention et vous invite aussi à notre festival de films Cinéma Sala, qui portera sur la thématique de l'eau et qui aura lieu entre le 10 et le 12 novembre prochain à Pôle Sud et au Casino de Montbenon. Voilà, je m'arrête sur cette publicité finale. Merci.